Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Comme chaque semaine, nous allons discuter d'un sujet qui fait l'actualité. Près de 30 000 jeunes seraient en décrochage scolaire en Île-de-France. Face à cette situation, les différents acteurs proposent des moyens, des campagnes d'appel, des missions de lutte, des mises en place de partenariats. Alors, comment lutte-t-on contre le décrochage scolaire? On en parle avec nos invités. Fatani Idri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué spécial chargé du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Pascal Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes proviseur du lycée Charles Baudelaire dans l'Académie de Versailles. Et Michael Tan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil départemental des parents d'élèves des Yvelines pour la FCPE. Je voulais commencer avec vous, monsieur Lefebvre. On entend souvent parler de décrochage scolaire, mais qu'est-ce qu'un élève décrocheur ? Alors je dirais qu'il y a deux définitions au décrochage. La première, la définition stricte, c'est un élève qui sort du système éducatif sans diplôme. Voilà, ça c'est la définition et c'est sur ce point que lutte l'éducation nationale, c'est pour éviter qu'un élève sorte du système éducatif sans diplôme. Par contre, il y a tout ce qui est en voie de décrochage, c'est cette définition beaucoup plus large, qui commence très tôt, dès le premier degré parfois ou le collège. C'est des élèves qui sont au fond de la classe. Alors après, il faudrait aborder les raisons, mais des élèves qui commencent à ne plus écouter, qui dorment, qui peuvent commencer à s'absenter. Et petit à petit, cet absentéisme grandit. Et ça, des décrocheurs. Voilà. Le décrochage pour un chef d'établissement, c'est l'élève qui commence à ne plus écouter, à avoir des résultats insuffisants et un changement de comportement aussi. Et puis petit à petit, qui s'absente et qui va sortir justement du système éducatif et deviendra celui qui n'aura pas le diplôme à la sortie. Voilà. Alors le 25 novembre dernier, la région Île-de-France organisait ses assises de la réussite, une journée de travail rassemblant les divers acteurs et partenaires de la question. Petites explications. Fatani Idri, est-ce qu'un bilan a déjà été dressé de ces assises ? Alors, déjà, ce qui est intéressant au sein de ces assises, c'est qu'on avait plus de 400 personnes qui étaient réunies pour travailler sur cette question, ce fléau qu'est le décrochage scolaire. Et nous avons constitué 26 groupes de travail, ce qui représentait en totalité 104 heures de travail cumulé avec les différents ateliers. Et c'était aussi très important, et je l'avais mis en exergue, nous avions 15 jeunes qui étaient sur place pour nous apporter leur vision, leurs solutions. Et donc, c'est un travail qui a été très collaboratif, en lien bien sûr avec les autres instances, dont notamment l'État. Et ça nous a permis d'avoir déjà des premières solutions. Bien sûr, nous connaissons le bilan sur les chiffres, mais ça nous a permis d'avoir un premier bilan sur les actions que nous pourrions mener. Avec l'annonce, ça a été une volonté de la présidente d'inclure cette question dans la future agence de la promesse républicaine, mais aussi dans l'agence de l'orientation. C'est vrai qu'il y a un mot qui est revenu souvent, c'était le mot confiance, ou en tout cas perte de confiance chez les jeunes. Et donc, nous allons travailler dans ce sens-là en renforçant la campagne d'appel, mais également en lançant différentes idées comme les écoles de production. Donc, plusieurs solutions qui ont été apportées lors des ateliers, et nous allons travailler pour faire en sorte que ces solutions puissent trouver une concrétisation dans des différents dispositifs. Pourquoi est-ce que la région a choisi notamment de faire de la lutte contre le décrochage scolaire ? On a presque envie de dire, souvent tout ce qui est contenu pédagogique, c'est l'éducation nationale. Le lycée gère plutôt, on va dire, le mobilier, les locaux, là où le département s'occupe des collèges et les municipalités des écoles élémentaires et maternelles.
Déjà, la présidente de région a fait du décrochage scolaire une véritable priorité puisque déjà depuis plusieurs années, nous avons un délégué spécial à la lutte contre le décrochage scolaire et parce que finalement, c'est un sujet qui traverse l'ensemble de l'Île-de-France et comme ça a pu être mis lors de vos différentes pastilles, même en ayant une volonté d'aller toucher les différents décrocheurs puisque nous appelons tous les décrocheurs de l'Île-de-France, une fois qu'on nous donne la liste, on a quand même encore un tiers des jeunes qui ne sont pas joignables. Donc, il y a une vraie volonté de la région, en collaboration avec les différents partenaires, parce que nous ne le faisons pas tout seuls, nous le faisons notamment avec l'État. Il y a une véritable volonté d'aller chercher ces décrocheurs. C'est d'autant plus vrai qu'avec la crise Covid, nous savons que la crise du décrochage scolaire s'est encore plus aggravée. Alors, on l'a sous-entendu tout à l'heure, Michael Tan, mais le décrochage scolaire, souvent, en plus, peut démarrer tôt. C'est pas nécessairement une crise d'adolescence comme on peut l'entendre d'un enfant dès le CM2, la 5e, ça peut débuter. Alors effectivement, nous participons donc au niveau départemental aux commissions d'appel en fin d'année. Et il s'avère que dans un certain nombre de ces commissions, eh bien, il y a des enfants qui ont déjà des problèmes qui sont très, très importants et sur lesquels nous souhaiterions qu'il y ait une aide lors de l'année qui leur permette de ne pas en arriver à faire appel à une commission d'appel pour passer à l'année suivante. En général, il y a, comme on a pu le dire, il y a 3 facteurs principaux qui entourent l'enfant. Il y a la question de la santé, la question de l'éducation et la question du social. Et il est important que les différentes personnes travaillent ensemble autour de l'enfant pour arriver à répondre de façon complète, un accompagnement qui soit le plus complet possible. Oui, parce qu'elle le fait, on l'entend bien, la région, une collectivité, les parents, les responsables d'établissement, les professeurs, il faut que ce soit pris en compte. Comme on parle beaucoup du harcèlement où tout le monde doit être mobilisé, le décrochage, en fait, c'est pareil. C'est pas qu'une question pour les parents, une question pour l'éducation, de chacun de son côté. Non, l'école, quand même, s'est ouverte depuis une bonne dizaine d'années. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, seul, on ne peut pas lutter contre ce décrochage. Alors évidemment, l'enseignant, à la base, il lutte lui-même pour le décrochage, en adaptant une pédagogie, en parlant avec l'élève, parce que des fois, il y a des problèmes de motivation. Mais déjà, il a des limites à ce moment-là, puisqu'il peut y avoir des raisons médicales, psychologiques, auxquelles il ne peut pas aider l'élève pour ces raisons-là. Et dans les collèges et les lycées, il y a aussi un groupe, alors on va éviter d'utiliser les sigles de l'éducation nationale parce que ça va être compliqué, mais il y a un groupe de prévention du décrochage avec l'assistante sociale, la conseillère d'orientation, l'infirmier, les CPE, les conseillers principaux d'éducation. Et puis il y a aussi un professeur qui s'appelle le référent décrochage qui anime cette réunion avec le chef d'établissement. Et on essaye justement de trouver des partenaires, trouver d'autres solutions qui ne sont pas au sein de la classe mais en dehors. Et puis, voilà, on essaye de s'ouvrir. Et puis, lorsqu'on passe à vraiment le décrocheur en tant que tel, là, ça se passe à un autre niveau. Et nous sommes là que des partenaires sur des plateformes. Alors, on a parlé des listes de décrocheurs qui sont pris en charge et appelés par la mission locale. Il y a une plateforme de suivi auquel participe l'éducation nationale. On essaie de trouver des solutions avec des partenaires. Voilà, aujourd'hui, l'école, pour résumer ma réponse, c'est que l'école s'est ouverte. C'est pierre à l'édifice de cette lutte. On essaye d'être au centre au départ. Et puis, quand la situation devient beaucoup plus importante, on est un partenaire parmi d'autres parce qu'on n'est pas... Voilà, faut être humble face à ce décrochage, même si dans les chiffres... On a parlé il y a 10 ans, on parlait de 150 000 décrocheurs. Aujourd'hui, on est plutôt de 75 à 100 000 pour la France entière. Mais c'est toujours trop. Oui, parce que c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Moi, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'en 1980, 39% des jeunes sortaient de l'école sans diplôme. Mais surtout qu'aujourd'hui, les conséquences négatives seraient plus fortes. Finalement, sans diplôme, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui. C'est un sentiment qui est partagé, j'imagine, par tous les 3. Monsieur Tan ? Oui,
Je pense qu'effectivement, nous, on voit qu'il manque parfois des passerelles. C'est-à-dire qu'on est plutôt pour considérer que l'enfant est au centre et que la société et les adultes doivent arriver à s'organiser, notamment se coordonner, pour arriver à les accompagner dans leur développement. Et à ce titre, eh bien, les élèves et les jeunes qui se retrouvent dans ces situations, eh bien, ils sont parfois pas accueillis aussi bien qu'on le voudrait. Notamment, j'ai accompagné des élèves personnellement pour les réintégrer après une déscolarisation profonde dans un établissement. Ça s'est bien passé tant que j'étais là, et ça s'est moins bien passé une fois que j'étais parti, avec une approche qui n'amenait pas l'élève à vouloir rester, en fait, parce que il y a un aspect de norme, et effectivement, quand on n'est pas tout à fait dans la norme, d'ailleurs, chez les décrocheurs, il y a tout type de profil, hein. On en a parlé 2 secondes, le harcèlement, le climat scolaire en général peut créer une chose, mais il y a aussi des élèves qui... Oui, un cadre qui ne convient pas. Certains, c'est quand on dit n'être pas fait pour l'école, ce n'est pas toujours péjoratif. Certains se sentent mieux peut-être en lycée professionnel plutôt qu'à la faculté. C'est dans ces idées-là qu'il faudrait peut-être revoir aussi pour éviter de décrocher, avoir une orientation plus rapide. Les CIO, on en parlait tout à l'heure aussi. Alors, je ne veux pas monopoliser la... Allez-y, je vous en prie. Juste par rapport à l'orientation, on parle souvent de l'orientation subie. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, c'est quelque chose qui crée des difficultés par la suite. Avec notamment plus de conseils de discipline, plus de rébellion quand les élèves... se trouve dans cette situation. Je vous ai vu réagir, Monsieur Lefebvre, je vous donne la parole. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, on doit travailler main dans la main et on essaye, on expérimente. Hein. Avec une mission locale, on a expérimenté une convention qu'on espère voir étendre à l'ensemble de l'académie pour justement que la mission locale puisse travailler avec l'élève qui est encore scolarisé, parce qu'une mission locale, normalement, n'a pas le droit de travailler avec un élève qui est scolarisé, ce qui est dommage. Et donc, cette convention qu'a signée la directrice académique et le directeur de la mission locale nous permet d'envoyer des élèves comme ça et avoir un appui que l'on n'a pas au sein de l'école, voilà, avec des compétences qu'on n'a pas au sein de l'école. Oui, ne pas se fermer sur l'école. Madame Idry, en plus, la convention qui a amené à ces assises vise à réaliser l'obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans, qui est un programme national. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on travaille activement sur ces questions-là. J'ai pu vous parler justement de la volonté, dans une des propositions, de faire des écoles de production. La formation, c'est une question essentielle. On a parlé de l'orientation. C'est essentiel. Moi, j'ai travaillé longtemps quand j'étais vice-présidente en charge d'enseignement supérieur sur un projet de portail de l'orientation. Et c'est un levier essentiel, et la formation de l'autre côté, parce que bien évidemment, c'est aussi un point essentiel. Donc à la région Île-de-France, justement, c'est un levier sur lequel on travaille beaucoup. On disait qu'on n'allait pas parler nécessairement de sigles, mais dans l'éducation nationale, il y a le réseau Focal. Vous êtes référent de ce réseau sur l'académie. Si je ne me trompe pas, ça intervient aussi dans le cadre de cette obligation de formation. Et vous mettez aussi le droit au maintien dans l'établissement d'origine des élèves. Oui, alors ça, c'est un problème très complexe, le maintien dans l'établissement d'origine, parce que je pense que vous évoquez les élèves qui échouent au bac, par exemple, et qui ont un droit à revenir dans l'établissement. Le problème dans certains secteurs, dont le mien, c'est le fait que les classes sont déjà pleines d'élèves de l'année précédente, et il est extrêmement compliqué. C'est un problème de place. Oui, c'est un problème de place. Voilà, quand dans les filières technologiques, par exemple, quand vous avez 35 élèves dans une classe, si les élèves de terminale échouent au bac, les reprendre dans l'établissement, ça devient très très compliqué. Alors on essaye justement dans le cadre de Focal de
de trouver avec la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, des dispositifs pour les rescolariser. Mais je ne vous cache pas que c'est compliqué parce que voilà, ça dépend des années aussi, de réussite ou de moins bonne réussite. Surtout que ces dernières années ont été particulièrement compliquées. Michael Tan, la FCPE aussi, auprès des parents, fait des formations, des séminaires autour du décrochage scolaire. Est-ce que vous êtes là aussi pour informer, j'imagine, mais aussi peut-être rassurer et mobiliser certains parents pour dire aussi, soyez une pierre à l'édifice? Alors, bien entendu, on pense, et d'ailleurs je crois que ça a été indiqué par le ministre, il est important que les parents soient en contact avec l'école et que c'est ce qu'on appelle la coéducation et que ce contact se passe le mieux possible parce que c'est un petit peu ce qui se passe entre deux parents. Ça se passe aussi mieux en général quand les deux parents se coordonnent dans l'éducation de l'enfant. Et donc, ça, c'est quelque chose de favorable. Maintenant, on souhaite que ça se passe en réalité sur le terrain. Et nous étions le 2 décembre devant le rectorat pour la question notamment des non-remplacements et notamment aussi pour la question de la place des parents à l'école. Et le non-remplacement, notamment, a aussi un impact sur ces élèves qui seront en voie alors, ce qu'on appelle décrochage en France, mais dans d'autres pays, on parle plutôt de persévérance. Vous voyez, ça fait une différence de sens qui est assez importante entre le fait d'accrocher les wagons et le fait de rendre l'élève actif, enfin le jeune actif dans son parcours. Oui, parce que là, vous élevez une notion, comme beaucoup, c'est une question, on dit, quand on veut, on peut, c'est pas toujours ça, il faut aussi motiver, j'imagine, Monsieur Lefebvre, même Madame Idry, c'est l'accompagner, cet élève. Il faut que finalement, cette reprise vienne de lui. Monsieur Lefebvre, Madame Idriss, comme vous le souhaitez. Je ne veux pas couper la parole à Monsieur Lefebvre, mais oui, juste pour rebondir sur les propos qui ont été dits, je trouve ça très intéressant, c'est vrai, les mots qui sont employés, parler de lutte contre le décrochage, de parler de persévérance, c'est intéressant, et parler même de lutte pour le raccrochage, parce que je pense que finalement, derrière cette question-là, il y a aussi beaucoup de l'émotionnel, et je parlais tout à l'heure de la notion de confiance, de la perte de confiance des élèves qui bien souvent aggrave ou entraîne le décrochage scolaire. Et c'est sûr que pour les élèves, en fait, derrière toutes ces questions d'école, de problématiques de décrochage, et bien souvent, il y a des émotions qui peuvent être très dures à gérer, mais également pour les familles, hein, c'est évident. Et puis, bon, et forcément aussi pour tout le corps professoral et les chefs d'établissement qui doivent gérer aussi cette perception. Moi, j'ai été assez marquée dans ce que j'ai entendu les 15 jeunes s'exprimer au sein des assises de la réussite scolaire à la région Île-de-France, justement de l'ampleur, de l'importance pour eux de la question de la perte de confiance. Et je pense en tout cas que sur des dispositifs qui sont faits en collaboration avec tous les acteurs, il faudra qu'on a réussi à travailler sur ce côté émotionnel, sur la perte de confiance et justement sur la reprise de confiance pour ces jeunes. Enfin, tout le monde est capable, moi c'est ce que je leur ai dit, on est tous capables de faire des choses très positives. Et des fois, il faut juste trouver ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Certains ont la chance de pouvoir le faire immédiatement, d'autres mettent un peu plus de temps. Il faut qu'on réussisse à accompagner les élèves, les parents dans ce cheminement lorsqu'il y a afin qu'ils puissent persévérer et se raccrocher pour ne pas employer, c'est vrai, ce terme de décrochage qui peut aussi être un peu dur. On l'a dit il y a quelques minutes et on est encore en plein dedans. La Covid est toujours là. On sait que depuis mars 2020, c'est un peu compliqué. Là aussi, Monsieur Lefebvre, il a fallu aller chercher certains élèves qu'on n'estimait pas être décrocheurs avant cette crise. Est-ce que ça a donné d'autres idées aussi pour évoluer contre cette lutte contre le décrochage scolaire ? Oui, on a dû aller les chercher parce que, évidemment, ça a accentué l'écart entre l'école et certains élèves qui étaient déjà en voie de décrochage. Maintenant, il y a aussi des points positifs. Enfin, parce qu'on est face à une lutte pour le raccrochage ou de la persévérance, mais c'est une marée qu'on
qu'on est confronté à une marée sans arrêt d'élèves et on se contente de petites victoires souvent et on se rassure avec ces petites victoires quand on raccroche un élève au quotidien, parce que sinon il y a un peu de désespoir dans les équipes face à cette marée du décrochage. Et en particulier, et le Covid l'a accentué, puisqu'il a éloigné un certain nombre d'élèves. Et on voit aussi que les élèves qui reviennent à l'école aujourd'hui de façon plus régulière et à temps plein ont aussi beaucoup plus de difficultés. Hein. Tout ça, c'est... Oui, c'est une année, des mois qui vont être durs. Oui, parce qu'il faut récupérer un petit peu le retard pris par certains élèves, et y compris dans la voie professionnelle. Et ça reste pas simple aujourd'hui pour trouver des stages, voilà. Et on est toujours dans cette situation où on a peur qu'on reparte dans un confinement et on se retrouverait encore à nouveau face à cette difficulté qui s'accentue. Monsieur Tan, c'est un sentiment partagé, j'imagine, du côté des parents. La Covid n'a pas rassuré sur cette situation? Alors, il y a un rapport du défenseur des droits qui est relativement récent sur la question de la santé mentale des jeunes, et qui montre qu'effectivement, il y a un impact. Alors, c'est un problème qui était déjà bien présent avant, hein, donc que ce soit l'éducation nationale ou la région, il ne faut pas hésiter effectivement à mettre des moyens à ce niveau-là. Il y a une question de rythme aussi. Effectivement, certains élèves ont besoin probablement de plus de temps, parce que quelque part, les raisons du décrochage peuvent être très variées, et ça peut être aussi une réaction par rapport à la façon dont les adultes ont organisé ce monde. Et donc, effectivement, il faut de la confiance et il faut recréer des éléments et prendre le temps, sachant que normalement, il y a aussi maintenant, on est dans la formation tout au long de la vie. Donc, segmenter la partie collège, segmenter la partie lycée, puis la partie supérieure, ça n'a plus trop de sens. C'est ce qu'on appelle la formation initiale, mais c'est important de créer ces passerelles et de faire en sorte que les gens puissent arriver à avoir accéder à quelque chose, à avoir des perspectives tout bêtement. Voilà. Il faut leur donner des perspectives. On a beaucoup parlé de ceux qui sont en cours de décrochage. Je ne sais pas si le mot est le bon, mais dans le sujet aussi, on disait, et vous l'avez dit, Madame Udry, 1/3 des décrocheurs sont incontactables. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, ça paraît presque anodin en 2021, d'une personne qui est incontactable. En fait, on nous donne des fichiers. Je vais juste rebondir 10 secondes en disant justement l'année de la Covid, nous avions 25 000 décrocheurs. L'année avant Covid, c'était 17 000. Donc on voit quand même qu'il y a une augmentation significative sur l'Île-de-France. Et on nous donne ces fichiers. Et dans ces fichiers, on nous donne les derniers numéros connus. Et donc forcément, les numéros, certains changent de numéro très rapidement, très facilement. Donc ce qui peut rendre finalement l'accessibilité aux décrocheurs plus difficile. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué, parce que j'ai posé également cette question-là, ça me semblait assez important. Et c'est surtout pour des questions en fait premièrement, je dis pas que ce n'est que ça, mais de changement de coordonnées. On tombe sur des numéros invalides ou des destinataires qui ont changé. Alors, le temps file, il nous reste que quelques secondes, j'allais dire minutes, mais secondes. Monsieur Lefebvre, on a bien compris, il faut de la confiance, il faut du travail entre partenaires aussi, mettre l'enfant au milieu de tout ça. Mais comment est-ce qu'on les accompagne? Quels mots on utilise? Est-ce qu'il y a un schéma tout fait ou ça dépend de l'enfant? Enfin, de l'élève, parce que l'enfant, il peut avoir 17 ans. Ça dépend du jeune, on va prendre le terme de jeune. Et puis, il faut savoir que le décrochage, c'est pas un critère. Enfin, ça peut être plein de critères qui se mélangent, médicaux, sociaux, familiaux, financiers. Parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais en lycée et dans le supérieur, parce que j'ai aussi un BTS dans mon lycée, on s'aperçoit que des jeunes arrêtent pour des problèmes financiers.
parce que les parents ne peuvent pas, ne sont pas en mesure de les accompagner. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots-là. Merci à tous les droits d'avoir répondu à notre invitation. Durant l'émission, nos téléspectateurs ont pu voir s'afficher des placards. Il y a des numéros aussi, il y a des personnes à qui s'adresser. On l'a vite parlé, les CIO, les CPE, les proviseurs, les principaux. Je ne sais jamais, c'est les principaux, voilà, j'ai toujours un doute. Les chefs d'établissement, les directeurs, les parents aussi, les médecins aussi, les assistantes sociales. Il ne faut surtout pas hésiter quand on se retrouve en difficulté. Pour TV78, c'est la fin de cette 8 société. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.